Merci d'être fidèle au rendez-vous tous les soirs sur la télévision du Vivre Ensemble. C'est Info TV, le programme c'est le Grand Soir. Ce 22 octobre 2025. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de savoir que vous êtes des nôtres. On salue également ceux qui nous suivent sur la page Facebook Info TV Cameroun à travers le monde et qui manifestent tout en participant à ce programme généralement. Nous saluons également ceux qui vont contribuer à travers le code d'accès régulièrement inscrit au bas de l'écran pour nourrir la réflexion ce soir, laquelle va porter sur le contentieux post-électoral du côté du Conseil constitutionnel. Quelques recours ont été introduits et rapidement vidés par le Conseil constitutionnel, mais on a observé que contrairement à 2018, très peu de recours ont été introduits. En 2018, pratiquement on était à 18 recours introduits au Conseil constitutionnel. Cette fois-ci, on tourne autour de 5 recours et sur le chemin de ces recours, quelques désistements ont été enregistrés, notamment le Social Democratic Front et le PCRN qui a désisté en instance. Aujourd'hui même, le FSNC n'a pas pensé utile d'introduire quelques recours au Conseil constitutionnel et beaucoup d'autres candidats ont dit ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais pourquoi ce peu d'intérêt observé par les candidats du côté du Conseil constitutionnel ne croit-il pas au contentieux post-électoral? Est-ce que c'est une crise de confiance entre ces candidats, ces Camerounais et le Conseil constitutionnel? On verra avec nos invités qui sont majoritairement déjà installés ce soir. Accueillons Bertrand Bama, il est enseignant, il est analyste sociopolitique, il est membre de la société civile. Bertrand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Je salue tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. Je salue également les co-discutants ici présents, en espérant que nous allons faire un très bon débat. Pour vous, quel est le regard que vous portez sur cette phase du processus électoral, le contentieux post-électoral? C'est une étape, c'est une phase importante? C'est une phase importante. Donc, après une élection, après toute élection, il faut un contentieux post-électoral pour pouvoir rétablir les manquements observés, pour pouvoir corriger et dire le droit. Donc, c'est un processus normal et important pour tout homme politique et pour tout parti politique. Vous comprenez ceux qui n'y vont pas? Sur la douzaine de candidats, il y a très peu qui sont manifestés de ce côté-là. C'est la perte de confiance, c'est tout. Vis-à-vis de l'institution? De l'institution. La perte de confiance vis-à-vis de l'institution. Jean, vous voyez, si à chaque fois que vous partez, on vous dit irrecevable, chaque fois irrecevable, accepté sur la forme, mais rejeté sur le fond, à tout moment. Vous voyez, il y a plus... Les Camerounais ont perdu la confiance. Jean-Jacques, cette institution a été créée pour dire le droit, là où il le faut et comme il le faut. Mais on observe depuis un certain temps que tout parti politique de l'opposition qui dépose un dossier là-bas, ce dossier est toujours rejeté. Donc, ça sert alors à quoi d'y aller tous les jours lorsqu'on connaît déjà la réponse. Donc, raison pour laquelle, et je me le dis, raison pour laquelle certains partis politiques ont jugé ne pas y aller. D'accord. On est déjà un pied dans la thématique, quand vous le verrez avec la réalisation, contentieux post-électoral. Pourquoi le peu d'intérêt? Accueillons d'abord parmi nous ce soir Yves Nkomo. Il est analyste sociopolitique. Yves, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Merci pour l'invitation à cette émission qui est très regardée sur la scène nationale et internationale. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Permettez-moi d'utiliser votre tribune pour saluer le mouvement Rascan. Bonsoir au mouvement Rascan. Le mouvement? Mouvement Rascan. Rascan. Oui. C'est quoi le mouvement Rascan? Le mouvement Rascan, c'est un mouvement qui rassemble les jeunes ressortissants d'un canton dans les forêts du Sud. Oui, oui. D'accord. Vous faites quoi? Nous procédons dans la promotion culturelle, le sport et la promotion de talents divers. C'est pour être député après? Il paraît que les mouvements comme ça visent quelque chose. Est-ce qu'on ne vous demande pas qu'ils cherchent quoi? Ils veulent quoi? Si ce mouvement a 26 ans d'âge, c'est parce qu'il est apolitique. D'accord. Oui, il est purement apolitique. Vous réussissez à être apolitique? Oui, c'est pour cela qu'il a tenu jusqu'à 26 ans. Parce que à chaque fois que vous venez évoquer des sujets ou bien essayer d'utiliser le mouvement comme entre guillemets, comme on le dit souvent, bétail
vous êtes rejeté sur le champ. Je n'ai pas réussi à localiser dans le sud. Oui, là, je ne répondrai pas à toutes les questions, Jean-Jacques. J'ai dit dans le sud. Non, c'est pas un mouvement des maquisards, quand même. Non, c'est un mouvement de jeunes, des ressortissants d'un canton. Le canton n'a pas de nom. Le canton du Libye. Ah, d'accord. Oui. Le canton du Libye. Merci Yves d'être venu. On parle justement de ce contentieux post-électoral. Pour vous, il a une place fondamentale dans le processus électoral? Oui, si on parle, c'est pas qu'au Cameroun que cela existe, c'est une tradition politique dans tous les États où il y a la démocratie ou autre forme de politique. Il y a toujours un contentieux post-électoral pour essayer de faire asseoir tous les manquements, les plaintes et tout, afin que ce que l'institution chargée de ce contentieux post-électoral pourra dire soit un peu plus crédible. Pour cela, il faut élaguer toutes les préoccupations qui sont autour, qui ont été vues autour des élections proprement dites. Mais les candidats n'ont pas couru cette année, contrairement à 2018 par exemple. Oui, Jean-Jacques, il faut pas être marabout pour comprendre pourquoi les candidats n'ont pas couru. Les candidats n'ont pas couru juste parce que l'institution, à un moment, beaucoup pensent que l'institution n'est pas fiable. Beaucoup pensent que l'institution est un peu comme le processus électoral qui était conçu pour qu'on ne puisse pas mettre à côté le pouvoir en place. Cela fait en sorte que, connaissant déjà comment fonctionne le pouvoir en place, beaucoup d'opposants se retrouvent en train de trouver peu crédible le Conseil constitutionnel et refusent de s'inviter. Mais ils vont à un jeu, ils connaissent les règles, les étapes. C'est rendu à ce niveau-là qu'ils estiment que les institutions ne sont plus... c'est le même Conseil constitutionnel qui a validé leur candidature. C'est là où la cohérence se retrouve, Jean-Jacques. Parce qu'il est hors de question que vous acceptez les règles du jeu dès le départ. Mais vous refusez qu'à la fin, le processus aille à sa fin. Et on se retrouve dans ce genre de phénomène. Et là, on se demande si l'opposition avait vraiment préparé les élections. Parce que nous nous retrouvons là dans un agenda où, déjà convaincus que le processus électoral favoriserait un candidat, ils se disent mieux vaut ne pas aller. Mais quand tu décides d'y aller, je pense qu'il est préférable d'aller jusqu'au fond au bout du processus afin de tirer des conclusions, ou alors, et comme nous le disons tantôt, il faudra aller au contentieux pour pouvoir apporter vos éléments et vos justificatifs pour essayer de décrédibiliser. Et prendre même le peuple à témoin. Et prendre le peuple à témoin, oui. puisqu'il paraît que, pas qu'il paraît, le contentieux est télévisé et diffusé à Mondovision. Ça fait quand même qu'à certains moments on se croit. Et prenons, il y a eu des cas de jurisprudence. Il y a eu des élections locales annulées dans certaines localités. Dans le Vouri 5, par exemple, on a annulé les législatives. Il y a eu des élections annulées, donc on ne peut pas partir tout d'un coup et dire que cette institution est à 100% peu crédible. D'accord, merci Yves d'être là. Accueillons Timothée Essoba. Bonsoir Timothée, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. J'exprime mes vœux de fraternité très chaleureuse à mes copanélistes, certains que je ne découvre pas et d'autres que je découvre. Mais la tonalité du débat est déjà donnée et je sens que les échanges... Il n'y a pas eu de ronde d'observation finalement. On y va, droit au but. Vous avez observé, est-ce que l'étape d'aujourd'hui dans l'agenda, dans le suivi en tant que journaliste que vous faites du processus électoral, est-ce que vous nourrissez, vous accordez une place importante au contentieux post-électoral? Oui, j'accorde une place importante au contentieux post-électoral, comme la plupart des acteurs du processus, mais j'accorde davantage une place aux étapes préalables qui aboutissent au contentieux. Parce que voyez-vous, le processus électoral au Cameroun se caractérise par une relative transparence au niveau de toutes les instances. Je commence par le bureau de vote, où les partis politiques sont représentés. Ensuite, au niveau des commissions locales où les partis politiques sont représentés,
au niveau des commissions départementales, une fois de plus, les partis politiques sont représentés. Au niveau de la Commission nationale de recensement général des votes, une fois de plus, les partis politiques sont représentés. Oui. Ça veut dire qu'un parti politique qui a participé à toutes ces étapes, à tous ces échelons, à la fin de la chaîne, sait exactement ce qu'il en est de sa potentielle requête, de ses potentielles prétentions. Et c'est ce qui justifie peut-être le fait qu'à un moment donné, le nombre de requêtes en contentieux post-électoral connaissent une régression. Je n'y vois pas trop une perte de confiance en l'institution parce que, voyez-vous, le Conseil constitutionnel, au regard du triple arsenal juridique qui encadre son office dans le cadre de l'élection présidentielle, veille à la régularité de l'élection. Que veut dire régularité? Régularité ici, c'est conformité à un ordre, conformité à un ensemble de règles qui peuvent être générales, telles que la loi, ou alors des règles conventionnelles, c'est-à-dire contractuelles. Et dans le cas d'espèce, le juge constitutionnel statue sur la base du code électoral uniquement. Et j'observe que les candidats à l'orée de l'élection ont signé ce que l'on appelle un code de bonne conduite. Oui. Ce qui signifie que ce code de bonne conduite aussi ancre dans le corpus juridique que le Conseil constitutionnel va mobiliser pour statuer. Alors, lorsque l'on observe des requêtes fantaisistes qui viennent, quelqu'un a dit aujourd'hui qu'il a introduit un recours au Conseil constitutionnel parce qu'il a été inspiré par Dieu. Lorsque celui-là est déclaré irrecevable, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel a fait de la magie? Non. Et le Conseil constitutionnel ne rend aucune décision sans la motiver, tant sur le plan de la forme que dans le fond. On ne peut donc pas estimer que les mots irrecevables ou alors les mots non fondés tombent du ciel. Non, ils ne tombent pas du ciel. Ils sont des sanctions à l'immaturité ou l'illettrisme juridique de plusieurs candidats qui veulent ajouter au travail du Conseil constitutionnel ce qui n'a pas été prévu par les textes, oubliant qu'en matière constitutionnelle, on statue uniquement sur la lettre et non sur l'esprit. Pourquoi? Parce que le volet constitutionnel appartient au peuple souverain, c'est que l'on appelle encore le constituant. Le Conseil constitutionnel ne saurait donc se substituer au peuple en inventant de nouvelles règles qui ne relèvent pas de sa compétence. C'est ça qu'on a l'impression que le Conseil constitutionnel est un peu mécanique. Ce n'est pas une cour, le Conseil. Il n'est pas un peu, il est mécanique. On dit qu'il ne statue que sur la lettre. Parce qu'en matière constitutionnelle, la lettre prime sur l'esprit. Et de deux, il statue sur pièce. Il n'a pas un paquet d'instructions qui va mener des enquêtes. Il statue sur la base unique des documents que vous apportez à son niveau. Ça veut dire quoi? Lorsque vous estimez que vous avez détecté une fraude électorale, première chose, rassurez-vous que la fraude que vous alléguez rentre dans le corpus des éléments constitutifs de fraude électorale prévus par le Code pénal. Et beaucoup de partis politiques oublient qu'au Cameroun, la fraude électorale est une infraction pénale. Donc vous devez commencer au pénal, obtenir gain de cause au pénal et venir donc exciper la fraude électorale au niveau du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas beaucoup de temps pour cela. Il y a assez de temps. Regardez tout le temps qui s'est écoulé entre l'élection et la saisine du Conseil constitutionnel. Et il faut bien le relever que dans le cas de la fraude électorale, le juge doit statuer en urgence. Et l'urgence au Cameroun se caractérise par le non-dépassement d'un délai de 48 ou de 72 heures, selon les cas. Donc, beaucoup de partis politiques minorent l'aspect pénal et se versent rapidement dans le buzz. Oh, j'ai attrapé quelqu'un en train de falsifier les PV, j'ai filmé. Non, ça ne suffit pas. Si vous avez attrapé quelqu'un en train de falsifier les PV, c'est une infraction pénale. C'est une infraction pénale. Conduisez-le au poste de gendarmerie, qu'il soit entendu sur procès verbal à la gendarmerie et portez plainte pour fraude électorale là-bas. Parce que c'est au pénal qu'on punit la fraude électorale. Là, ces aveux peuvent donc aboutir à établir l'élément d'imputabilité. Parce que quelqu'un peut
fait la fraude électorale tout seul, et vous dites que c'est, je vais citer, que c'est le PCRN qui l'a envoyé. Il faudrait que vous réussissiez à établir les liens entre lui et le PCRN. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui semble le plus important, c'est est-ce que la fraude que vous alléguez a été de nature à empêcher la sincérité ou l'expression du vote? Par exemple, vous avez constitué un charter de personnes qui allaient voter et un parti politique autre les a empêchés d'aller voter. Devant une situation pareille, qui est une entrave au droit, à l'exercice du droit de vote, le Conseil constitutionnel ne peut pas vous dire irrecevable. Mais lorsque vous venez dire que j'ai vu les gens sortir avec les bulletins du bureau de vote et aller prendre 10 000, est-ce que après avoir voté, il y a empêchement de l'expression du suffrage? Non. Il y a corruption morale. Et là encore, on retourne au pénal. On va entrer dans tous ces détails, Timothée Essomba. Quelqu'un dit bonsoir Jean-Jacques. Timothée Essomba ne peut pas dire autrement. C'est un acheté du RDPC. Mais là, on est dans les questions de droit. La loi. Là, c'est la science. Là, c'est la science. Et parfois, c'est le problème du Camerounais. Que si c'est vous qui expliquez la science, on va vous prêter une casquette. Bonsoir Info TV, très bonne émission. Vraiment, une fois de plus, Jean-Jacques, arrêtons de nous moquer des Camerounais, les acteurs politiques, les 12 candidats à l'élection au fauteuil présidentiel. Au départ, ils ont signé le code électoral, ils ont décaissé de l'argent. Pourquoi à la fin dire qu'ils n'ont pas confiance aux institutions? Arrêtons, messieurs les candidats, de vous moquer du peuple. Emmanuel, depuis Ndikinemeki, qui ne comprend pas justement cette attitude-là. Vous acceptez toutes les règles du jeu et à un moment donné, en cours de match, vous dites que là, vous n'êtes plus d'accord. Bonsoir, le Conseil ne statuant que sur la lettre et les pièces, mais malheureusement, ce que nous constatons, nous avons réclamé avoir des institutions, malheureusement nos politiques n'ont aucune méthode pour permettre à celles-ci de jouer véritablement leur rôle. Il dit encore malheureusement, c'est Christian Elanga qui est d'accord que le Conseil ne statue que sur la lettre et sur les pièces, comme Timothée Essomba l'a mentionné dans sa prise de parole tout à l'heure. Bonsoir. Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Vraiment, il faut que certains de tes panélistes arrêtent de faire du juridisme de mauvaise loi. J'ai été scrutateur au bureau de vote de l'Institut moderne Mbassidé, où j'ai voté et où j'ai envoyé la vidéo du PV de mon bureau de vote au décompte. C'est moi qui arrivais au tableau. Malheureusement, le PV qui a été transmis à la commission communale ne portait les mêmes données par rapport au candidat. Kalista Lom depuis Yaoundé, maintenant Kalista Lom, vous le dites à la télé. Est-ce que je peux réagir? Vous le dites justement, il y a la question. Oui, d'abord Yves. Oui. Monsieur Kalista Lom, quand vous dites que vous étiez scrutateur et que vous avez filmé, vous avez la vidéo de ce qui s'est passé dans le bureau de vote, mais un scrutateur rentre avec un PV signé? Là, je ne sais pas. Il y a différence entre scrutateur et représentant d'un parti, politique. Oui. Qu'il soit représentant ou scrutateur, il devait au moins avoir un PV. Et non la vidéo. De parler de la vidéo. La vidéo, vraiment, je ne sais pas à quoi ça. Alors, sur ce point, Timothée. Il ne faudrait pas que nous faisions de la fuite en avant. Le code électoral camerounais n'a pas intégré les NTIC. Donc, votre vidéo n'est pas un élément juridique. Parce que pour pouvoir l'utiliser au niveau du tribunal, il faudra l'authentifier. Il faudra que ceux que vous avez filmés contre leur consentement acceptent qu'on montre les images. Donc vous voyez toute la difficulté que vous avez créée en prenant une vidéo. Ce que vous auriez pu faire est que sur la base de l'article 56, qui oblige le président du bureau de vote à prendre parmi les votants quelqu'un qui sait lire et écrire pour remplacer un parti politique qui n'a pas de représentant, vous auriez pu vous constituer en représentant d'un parti politique absent et ainsi obtenir un PV avec lequel vous auriez pu vous faire valoir. Bien qu'il faut le dire, le contentieux constitutionnel n'admet pas les tiers. Seuls les partis politiques ayant participé au processus électoral peuvent saisir le Conseil constitutionnel en contestation post-électorale. Justement, on a eu ce cas aujourd'hui au contentieux où, défaut de qualité,
irrecevable. Parce que là aussi, il faut informer les gens. Le scrutateur n'a pas droit au PV. Calistalo, merci, qui précise lui-même. Peut-être qu'il répond à sa propre question. Parce que dans l'entendement, on fait une grosse confusion entre scrutateurs et représentants. Bonsoir, le grand soir. Le manque d'intérêt, pour moi, vient du fait que la plupart des candidats, sachant bien qu'ils sont sans preuve, préfèrent jouer aux victimes et tentent de faire amende honorable en décrédibilisant le conseil ou en arguant. C'est une excroissance du RDPC. Il pense que c'est des faux prétextes. Alassane Oona qui répond, qui envoie sa contribution. Oui, Bertrand. Jean-Jacques, je pense que c'était sur le même plateau aussi. Nous avons échangé sur le thème les clés de la transparence pour l'élection présidentielle. Et ce jour-là, j'avais dit c'est Elekam qui doit faire son travail. Le Conseil constitutionnel ne statue que sur la lettre, c'est vrai. Le Conseil constitutionnel reçoit des documents et lit. Tout commence au niveau du bureau de vote. Et je dis, Jean-Jacques, je ne vais pas trop parler parce que je suis astreint à un certain droit de réserve en tant que fonctionnaire. Ça, c'est dans les textes. Donc, je ne vais pas trop entrer. Ça, c'est les malheurs. Ça, c'est les malheurs. Là, vous êtes analyste sociopolitique. Oui, vous n'êtes pas fonctionnaire. Bon, mais Jean-Jacques, vous voyez, je ne comprends pas comment Elekam peut prendre les bulletins. Elekam prend les cartes d'électeurs et remet ces cartes d'électeurs à un certain parti politique. Vous voyez, Jean-Jacques, et au verso des cartes d'électeurs, il y a les numéros de téléphone. Moi, j'ai vécu une scène pareille où un individu contactait des gens que venez. Et des gens qui arrivaient au centre de vote disaient que on m'a appelé tout à l'heure que ma carte est ici. Mais il n'a pas sa carte. C'est-à-dire qu'il se dirige d'abord, on dit, va à l'antenne communale. Il arrive là-bas, on dit, il n'y a pas ta carte. Mais la carte est détenue par des individus. Vous voyez que ce n'est pas normal. D'autres qui étaient sensibles, on pouvait peut-être les corrompre avec de l'argent. Ça, ce sont des situations qu'on a vécues. Jean-Jacques, vous voyez, c'est à la base, c'est l'ECAM qui n'a pas fait son travail, ou qui ne fait pas bien son travail. Il n'a pas bien fait son travail. Vous vous êtes inscrit, on vous a pas remis votre carte. Jean-Jacques, je dis encore que... Vous ne l'avez pas trouvé. Jean-Jacques, c'est vrai qu'on n'est pas exactement sur le cas l'ECAM, mais allez-y, peut-être que ça peut permettre de comprendre. Jean-Jacques, c'est pas là que tout commence. Parce que lorsque la base est faussée déjà, le Conseil constitutionnel reçoit des documents, puis il y a une commission nationale qui a siégé et qui transmet seulement, et le Conseil lit seulement. Donc tout commence à partir des bureaux de vote. Lorsque le président du bureau de vote prend le parti d'un X. En faisant comment? Ok. En faisant comment? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans les bureaux de vote? Moi, j'étais dans un bureau de vote. Okay. Donc, on n'a peut-être pas vécu la même expérience. Allez-y avec la vôtre. Ok, Jean-Jacques. Vous voyez, dans un bureau de vote, lorsque vous entrez pour voter, il y a la liste qui est d'abord affichée à l'entrée. Oui. Il y a une autre liste à l'intérieur qui est détenue par le président du bureau de vote et un représentant de l'administration. Oui. Ok. Vous voyez un peu l'écart qu'il y a entre le président du bureau de vote et les scrutateurs, parce que le scrutateur n'est pas à côté. C'est quoi? Ça veut dire que vous étiez là où les gens étaient 10 mètres l'un de l'autre? Bon, c'est-à-dire quoi? Un exemple simple, Jean-Jacques. Me voici, je suis là. Et mon confrère qui est là, il est scrutateur. Rien ne le fixe sur le siège. Hein. Ok. Il peut se lever et suivre, même étant debout, l'évolution du produit. Oui, il est scrutateur. Il y a un seul scrutateur. Il y a un seul dans chaque parti politique. Il y a un seul représentant. La loi dit qu'ils peuvent être deux. Ils peuvent être deux. Oui, il faut aussi le dire. Sauf que Jean-Jacques, lorsque le votant entre donc, qui contrôle si réellement c'est lui qui doit voter? C'est tout le monde qui est sur la table qui doit contrôler. Non, tout le monde n'est pas sur la table. Les tables ont été conçues de telle sorte que vous pouvez même demander à Simon Moi, c'est la même table. Hein. Jean-Jacques, sauf que où moi j'étais, les tables n'ont pas été conçues de telle sorte que les scrutateurs sont là. Est-ce que vous voyez un peu, les scrutateurs étaient en face. Le représentant du parti. Oui, le représentant du parti. Formellement mandaté par le parti. Exactement, il était en face et c'est le président du bureau de vote qui prenait la carte d'identité ou la carte d'électeur et consultait le numéro. Vous voyez donc, je peux entrer. J'ai une carte qui ne porte pas mon visage.
Il suffit seulement que... Là, c'est un cas d'école. Non, Jean-Jacques, je vous dis, Jean-Jacques, vous savez... C'est un cas d'école. Il faut qu'on avance. Oui, hein. Jean-Jacques, ce que j'ai dit est réel. Quoi de précis? Depuis là, je cherche un élément précis pour qu'on avance. Lorsque le votant entre, oui, allez-y, avec la carte, moi, si je suis de connivence avec le votant, ou bien qu'il vient voter qui? Non, attention, le votant a déjà, Jean-Jacques quand même, le votant a déjà été travaillé à l'extérieur. Le votant a déjà été... Le président du bureau de vote. Oui, le président du bureau de vote. Il laisse. Je vous prends un cas simple. Non, allez-y sur le cas, là, vous n'avez pas encore achevé. Oui, mais Jean-Jacques, il vient donc, il vous présente sa carte. Le représentant du parti politique, lui, se dit que le jeu est normal et c'est la personne là. Mais c'est une autre personne plutôt qui est sur la carte d'électeur qui vote. On en a attrapé des gens comme ça. Donc je ne vous parle pas sur des trucs que peut-être je suis en train d'inventer et tout ça. D'accord. Et c'est ça que c'est. On peut revenir au contentieux post-électoral, le temps d'accueillir Rodrigue Mentouga. Vous êtes un auteur, vous êtes analyste sociopolitique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Très heureux d'être des vôtres ce soir. D'accord, la question est déjà posée. Dans le contentieux post-électoral, on a noté que par rapport à 2018, il y a eu très peu de recours. Comment est-ce que vous lisez cela? À deux niveaux déjà, vous parlez d'un manque d'intérêt. Ce manque d'intérêt peut se lire à la fois au niveau de ceux-là qui ont pris part à la compétition, qui étaient candidats à la présidentielle, et même auprès des téléspectateurs, de ceux qui, par le passé, vous avez vu en 2018, quand même, il y avait eu une forte audience, des gens qui étaient vraiment scotchés devant le petit écran, qui voulaient suivre de bout en bout ce qui allait se dire de ce côté-là. Mais cette année, vous vous rendez bien vite compte que cela n'intéresse pas grand monde. Déjà parce que ceux des candidats même qui ont introduit des recours, il y a eu une sorte de trop de pédalage pour le cas. Vous avez vu, voilà, en l'occurrence le candidat Cabral Libi, Joshua aussi. Donc à un moment donné, il est tout à fait normal, si vos candidats, eux déjà, n'y vont plus, pour nous autres citoyens qui suivons de très près cette actualité politique, il est normal que pour ceux dont les candidats n'y sont pas allés, qui ne soient pas intéressés. Bon, maintenant, les candidats, je crois que ce qui se vit cette année dans notre pays est assez remarquable. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Parce que j'ai entendu mon copanéliste revenir un peu peut-être sur des petits dysfonctionnements qu'il y aurait eu au niveau du processus en lui-même. Voilà, il se plaignait de quelques dérapages au sein de son bureau de vote. Moi, j'aimerais quand même dire à ce niveau que j'ai voté. Vous voyez, jusque-là, j'ai toujours l'encre indélébile qui est toujours là. Voilà, moi, j'ai voté et je dois dire que dans le bureau de vote où moi j'étais, les choses se sont plutôt bien passées. Je suis arrivé détenteur de ma carte d'identité parce que je vois très mal comment quelqu'un pourrait arriver avec une carte d'identité qui n'est pas la sienne et puis voter, voilà, sachant derrière aussi que on y appose son empreinte. Bon, après, les consignes. Voilà. Donc après, j'ai pas été dans tous les bureaux, mais si je m'en tiens qu'à mon bureau de vote, je pense que jusque là, tout s'est déroulé dans les règles de l'art. Bon, maintenant, je crois que ce qui semble poser problème, c'est ce qui se passe après des élections, c'est-à-dire une fois qu'on l'a fait et qu'on a même participé au dépouillement. Voilà. Donc maintenant, entre les résultats que nous avons et ceux que nous retrouvons au niveau des commissions à la fois départementales et puis nationales, il semblerait que c'est là où il y a un véritable litige et c'est ce qui a pu justifier que le candidat qui actuellement fait la une de tous les journaux, Issa Chiroma Bakari, pour ne pas le citer, a choisi lui de ne pas aller au niveau du Conseil constitutionnel, estimant que de ce côté, de toutes les manières, les dés étaient pipés et c'est tout à fait normal puisque dès l'instant qu'il est dit que seul le procès verbal d'Elekam fait foi et que déjà vous n'êtes pas d'accord avec le procès verbal d'Elekam, à quel moment est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y a une commission départementale avant la commission nationale de recensement des votes, là où vous êtes représenté. Il y a même d'abord la commission locale. Oui, locale. À quel moment vous n'êtes pas d'accord et comment avez-vous manifesté ce désaccord? Est-ce que c'est un peu cela? Est-ce que subitement on arrive au niveau du contentieux, on dit on n'est plus d'accord? Il y a quand même des étapes
qui appelle à ce que vous soyez représenté, même si vous n'avez pas été dans le bureau de vote directement. Oui. Alors, Jean-Jacques, moi, je voudrais dire en ce soir, hein, où beaucoup nous écoutent, surtout pour vous autres journalistes qui avez la lourde responsabilité d'informer et d'éduquer les masses. Vous êtes au cœur de l'histoire et la tournure que prendront les événements dépendra également du traitement que vous allez réserver à l'information. Parce que si nous continuons à faire dans le déni, voyez-vous, je vous assure, nous marchons sur des braises. C'est quoi le déni? Le déni ici, comment? À quel moment? Alors, vous avez des candidats qui vous démontrent par A plus B comment est-ce qu'il est possible de frauder sur la base des procès-verbaux de l'ECAM, dans la mesure où seules la première et la quatrième de couverture, voilà, ont les signatures des scrutateurs, voyez-vous. Donc, les pages intérieures qui comportent des résultats peuvent facilement être changées sans qu'on ne le sache. Donc, à ce niveau, la fraude est tout à fait possible. Alors, ce qui est étonnant, Oui. c'est qu'il y a eu une série de concertations entre les partis politiques et l'ECAM. Pourquoi est-ce que cet aspect n'a pas été souligné? L'aspect des procès-verbaux, le PV a 8 pages. Mais il vous souvient... Pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là, mais je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de concertations pour améliorer et tout le monde venait et participait, on avançait. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau on n'a pas soulevé ce genre j'allais quand même que c'est un élément très important. Oui, mais il vous souvient que Madame le maire de Fumban, voilà, donc candidate également à cette même présidentielle, avait signalé au chef de l'État lors de la cérémonie du 20 mai, je crois, au palais de l'Unité. Avoir introduit un courrier sur le code électoral. Voilà, tout il y a à fait. Le code électoral, il y a une plateforme, mais le procès verbal ne relève pas. C'est pour dire qu'en réalité, si déjà une plateforme a été mise en place par un certain nombre de partis politiques et qu'une suite favorable n'y a pas été réservée, ce ne sont pas les procès-verbaux des LECAM qui allaient être changés à la veille. Si on arrive à cette conclusion, ça va avoir introduit le problème. Si déjà au niveau du... Il y a beaucoup de choses qu'on a améliorées voilà. avec l'ECAM. Mais si déjà au niveau dans le cadre des concertations entre l'ECAM et les partis politiques, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'il y a des choses qui relèvent de la compétence de l'ECAM. Ce n'est pas changer la loi que de dire qu'il faut qu'on signe sur toutes les pages. Et c'est pour ça que je vous dis en ce moment précis, il va bien falloir que bon, c'est pas prévu, les signatures à l'intérieur ne sont pas prévues. Et c'est pas interdit aussi. Oui, mais il va bien falloir. Et quand on signe ou qu'on ne signe pas de toutes les manières, à la fin, rien n'attestera de ce que vous avez peut-être griffé les pages intérieures. Mais moi, je suis en train de vous dire, ce qui se vit au Conseil constitutionnel, c'est ce qui se vit exactement au niveau de l'ECAM. Vous comprenez clairement qu'aujourd'hui, les citoyens ont perdu toute confiance en leurs institutions. C'est-à-dire que l'ECAM aujourd'hui est à refondre, au même titre que le Conseil constitutionnel, qui finalement, on ne sait même pas à quoi il nous sert, puisque de toutes les manières, nous ici, nous avons déjà quasiment les résultats qui nous sont parvenus de la Commission nationale de recensement des votes. Nous savons déjà, voilà, il y a eu des fuites, voilà. Moi, je ne les ai pas. Avons accès aux mêmes documents qui circulent. Ce que je vois circuler là, pour moi, c'est pas les résultats. Il faut dire que les gens soient dans cet état d'esprit là. Oui, tout à fait. Mais ce qui circule là, c'est pas les résultats. Voilà, bon, heureusement parce que chacun a sa copie. Voilà, mais au moins ces informations, nous les tenons de ceux qui ont pris part à cette commission nationale de recensement des votes. Ça voudrait dire, à un moment donné, il faudrait que nous partions du principe que dans ce pays, il va falloir une véritable refonte et même une refondation de nos institutions. Et l'ECAM est à refaire, le Conseil constitutionnel est à refaire. Et je vous dis, Monsieur Jean-Jacques Zeu, pour vous qui êtes journaliste, je vous dis en ce moment précis, voyez-vous, où nous sentons des tensions ci et là. Jusqu'ici, nous avions l'information de ce que demain les résultats seraient proclamés. Voilà, les résultats de cette présidentielle seraient proclamés. Mais nous avons encore appris. De qui toujours, si vous le souhaitez. C'est ça, voilà. Vous me direz encore. Nous sommes tombés là-dedans. Voilà, vous me direz encore des réseaux sociaux. Et là, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs parce que de façon péremptoire, nous on annonçait également cette proclamation-là. Parce que vous êtes appuyé également, vous êtes appuyé quand même sur des documents authentiques qui circulent sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas de documents authentiques. Non. Sur la toile. C'est pour cela que je fais un mea culpa, parce qu'on ne sait pas appuyer sur les documents authentiques. Bon, ceux qui nous sont présentés, voilà, donc sont comme présentés des sources comme tels. Qui n'ont pas été sûres. Anyway, voilà. S'il s'avère que ces résultats ont été recalés plutôt, voilà, donc à lundi. Non, ça n'a pas été recalé. Vraiment, repoussé entre guillemets. Maintenant, l'instance qui s'en occupe vous dit que c'est lundi. D'accord. Bon, mais c'est l'autorité. Voilà. Oui, la loi permet. Puisqu'ils avaient jusqu'au 15. C'est pour ça que moi je vous dis, si nous continuons à faire dans la fine bouche,
à un moment donné, nous risquerons quelque part d'aggraver la situation. Je le dis pourquoi. C'est quoi? Je le dis pourquoi parce qu'à un moment donné, parce que ce que nous faisons, c'est-à-dire que les faits sont là, mais nous voulons les nier. C'est-à-dire nous avons tous eu une information, et même à l'international, parce que même jusque Jeune Afrique, hein, même si vous allez... s'il vous plaît, voilà. N'entrez pas dans voilà, c'est-à-dire que même à l'international, pour ne citer que cet organe de presse, même à l'international, nous avons eu les mêmes informations. Mais à l'instant, c'est tout à l'heure que moi j'apprenais que finalement, la proclamation... il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a pas été intelligent. C'est d'aller chercher la bonne source. Chercher la bonne source, voilà. Peut-être, vous ne nous en voudrez non plus. Le Conseil constitutionnel a une cellule de communication. Je vous en veux. Non, mais vous ne nous en voudrez non plus de nous appuyer. Vous ne nous en voudrez non plus. Jusqu'à présent, moi, tant que je n'ai pas vu de communiquer, d'accord, si vous pouvez permettre tout ce que nous avons aujourd'hui comme document qui semble authentique, c'est qu'il y a eu une demande de réservation de salle pour lundi. Bon, j'espère après que lundi, vous ne viendrez pas nous dire que finalement le document en question aussi n'était pas authentique. Mais la vérité, elle est simple. Je pense que nos services de renseignement ont eu vent certainement de ce qui se prépare ci et là. Vous et moi avons suivi la sortie du candidat Tiroma tout à l'heure. Et je vous dis encore, nous avons vu encore des documents du ministre du Commerce circuler qui appelait justement le DGSN, voilà, donc à prêter attention au mouvement qui se préparait du côté d'Awa Escalier, du côté de Nkwaban. Vous avez vu la note encore du ministre de l'Enseignement supérieur qui demandait, voilà, ce qui est suspension des cours du côté de Garoua. Ça voudrait dire clairement que de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en sourdine, il y a des choses qui se préparent. On a vu des banderoles sortir. Moi, je me suis même demandé, s'il vous plaît, c'est-à-dire, on a vu des banderoles sortir. On a vu des personnes revendiquant, avant la proclamation des résultats, revendiquant déjà la victoire de leur candidat. Et je me suis juste posé la question, mais à quel moment ont-ils tiré ces banderoles? Et comment se fait-il que nos services de renseignement n'aient pas eu cette information? Mais je suis certain de ce que l'annonce de ce que les résultats seront plutôt proclamés lundi, part de ce que quelque part, en fait j'ai envie de dire en un mot, Yaoundé recule. Yaoundé recule parce qu'ils ont fini par comprendre que la menace est grave. Et la seule possibilité pour que nous sortions de cette crise qui se dessine, je vous l'assure, ce sera de tenir un discours de vérité. C'est pour cela que je vous le dis, si nous voulons continuer à faire dans la démagogie comme nous le faisons, c'est comme cela que ça a commencé dans le Nozo. On a mis Eric, je vais te stopper là-dessus parce que la notion de vérité, je ne sais pas à qui vous l'attribuez. Alors je parle du verdict des unes. Alors quand je parle de la vérité, justement, attendez le verdict des unes. Voilà. Attendons le verdict des unes. Ça vaut pour les deux parties, hein, ça vaut pour tous les candidats. On est d'accord là-dessus. Voilà. Mais au moins, il faut dire aux Camerounais que la paix, elle est sacrée. Ce n'est pas, elle ne profite pas seulement à toi ou à moi. Non, elle nous profite de tous, la paix. Et que le respect des institutions, elle est fondamentale. Et l'une de ces institutions, c'est le Conseil constitutionnel. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y a une sorte de rupture de confiance entre les candidats et le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ma lecture. Voilà. Moi, c'est ma lecture. La lecture de... Vous allez revenir. Non, c'est pas vous qui donnez les gages de la paix. C'est pas vous qui détenez la paix ou les sécurités. Oui, Jean-Jacques, je tenais déjà à revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel, il y a déjà ce manque d'intérêt aussi. Parce que la politique au Cameroun a été, je vais créer un terme, bantourisée. Parce que chez les Bantous, on ne remplace pas un chef, on succède à un chef. Et ne perdons pas de vue que tous les Camerounais sont en majorité Bantou. Et cela fait en sorte que tant que le président encore là, le père est encore là. Il faut, comme pour les Bantous, c'est le chef de tous les chefs. Il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il y ait succession. Et cela fait que il y a aussi la technique de l'opposition de vouloir renverser le père. Parce qu'on ne peut pas renverser un père en entrant dans le mensonge et les manipulations. On renverse le père en entrant dans la vérité et en disant la vérité aux gens. Bien que le père ait élevé des petits serpents qui vont devoir l'avaler, qui cherchent à l'avaler aujourd'hui, devenus grands. Puisque le père même a élevé des gars qui connaissent comment le père fonctionne, qui connaissent les couloirs du père à la maison, qui connaissent comment est-ce que, suis mon regard, deux enfants élevés dans la maison du père se sont retrouvés et ont décidé de
combattre le père avec les moyens du père. Donc ça fait en sorte que, au vu de tout ça, parce que personne n'est dupe, nous sommes Camerounais, nous connaissons toutes les tendances, nous connaissons tous, sauf que nous n'avons pas l'autorité de les divulguer ou bien de les balancer dehors. Mais nous connaissons tous les tendances. Nous devons attendre que le conseil, l'institution chargée de dire les résultats le fasse pour que nous puissions entrer dans les divagations et autres. Il faut rester concentré. Et nous avons, j'ai inventé un terme tout à l'heure, nous avons bantourisé la politique au Cameroun. Alors supportons, le vin est tiré, buvons-le. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Finalement, ce que certains de tes collègues annoncent par rapport aux résultats, c'est pour lundi, comme il dit, ou bien demain, pas comme de Bafoussam. Comme on l'a dit, ce qu'on a comme information aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel a réservé la salle pour lundi et qu'il n'y a eu aucune communication annonçant une proclamation des résultats, aucune communication officielle venant du Conseil constitutionnel pour demain. Donc, très rapidement, on peut s'imaginer que la salle qui est réservée est consacrée à cette proclamation des résultats. Je lis un ou deux messages, vous l'avez réagi. Le journal de 17h de ce jour nous fait savoir que le président du Conseil constitutionnel a prescrit que le résultat du vote, c'est le lundi 27 octobre. Victor depuis le quartier Niala, Kambo à Douala. Voilà, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Je suis Ekwala de Yaoundé. Mes frères, vous croyez que je vous nomme pour faire un travail, vous arrivez quand même à faire le compte. Aucun parti d'opposition ne peut gagner les élections dans ces conditions. Voilà, il n'a pas signé, mais il est de ceux qui pensent que parce que le président de la République a nommé les responsables du côté d'Elections Cameroun ou du Conseil constitutionnel, personne d'autre ne peut gagner l'élection. Il y a un manque d'intérêt vis-à-vis du contentieux parce que chacun des candidats est conscient de son classement. Si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas d'intérêt à aller se plaindre, sachant que les urnes ont parlé. Coach Mohamedou du côté de Mbalmayo, merci à vous, bonsoir. Il faut faire confiance au monsieur qui t'a dit que les résultats sont disponibles, car ça vient... non, je ne cite pas les confrères, je ne sais pas comment ils font pour avoir les résultats, mais sachez que ce que nos confrères publient, qui sont devenus influenceurs, publient à nous aussi, on a ça. Mais avons-nous la qualité pour publier? Vous comprendrez pourquoi nous, on ne les publie pas, parce qu'on attend également que l'instance a grillé puisse le faire. Bonsoir. Lors de la tenue du Conseil constitutionnel de 2018, les avocats du MRC avaient dénoncé le fait que les 2 pages intérieures du procès verbal n'étaient pas signées et que des fraudes massives en ont découlé. Les mêmes manquements ont été observés en 2025 et plusieurs responsables des partis politiques ont eu à s'en plaindre sans que ça n'émeuve les gens de l'ECAM et les autres gens. C'est pour cela que nous parlions de ces concertations. Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'ils se disent pendant ces concertations-là? Alors ça devient un peu long. Vos invités sur le plateau expliquent avec assurance la science électorale, mais ils semblent oublier que le peuple n'est pas naïf. Ils affirment qu'il n'existe aucune preuve de fraude massive. Pourtant, personne n'ose poser les vraies questions. Je crois que quelqu'un a affirmé qu'il n'y a pas de personne à affirmer. Comment peut-on expliquer les résultats à 100% dans certains bureaux de vote du sud-ouest et du nord-ouest, même lorsqu'on peut manipuler les résultats au minimum et un minimum de cohérence s'impose. Alors, pour ce cas particulier, s'il n'y a que 5 votants dans un bureau de vote, parce que tout le monde a eu peur d'aller voter, et il y a eu 5, ils ont voté Jean-Jacques Zé, ça fait 100%. Peut-être que c'est cette notion que les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est 100% des suffrages valablement exprimés. Oui, Jean-Jacques, hormis le manque de confiance que j'ai simulé tout à l'heure, là, je vais tirer sur les partis politiques de l'opposition. D'abord, vous êtes bien armé pour ça? Oui, Jean-Jacques, je vais tirer. Permettez-moi de tirer, Jean-Jacques. Certains partis ont abandonné les élections. Jean-Jacques, je vais vous dire, tous les partis politiques n'avaient pas de représentants dans les bureaux de vote. Donc, aller au Conseil constitutionnel, parfois, quand tu n'as pas les preuves, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu ne peux pas aller quelque part si tu n'as pas les preuves palpables. Il y en a même qui n'étaient pas dans les commissions départementales. Oui. J'ai un ami, Jean-Jacques, qui est dans le SDF. Il devait aller à Ezeka. Il était appelé pour représenter le SDF à la commission départementale là-bas.
Il n'est pas parti parce qu'il n'avait pas l'argent de transport. Est-ce que vous voyez un peu Jean-Jacques? Il n'avait pas l'argent de transport. Il n'a pas eu l'argent de commission départementale, c'est 58 départements, oui. Donc mobiliser 58 personnes. Il n'a un candidat sérieux à une élection présidentielle. Il n'est pas parti. Il est resté à Yaoundé. Vous voyez donc, est-ce que vous pouvez donc voir ce parti aller au Conseil constitutionnel? Tu n'étais pas dans la commission départementale, tu n'as pas siégé. C'est le commérage que tu vas aller faire là-bas au Conseil constitutionnel. Donc, il y a ce désistement-là aussi des partis politiques. C'est pourquoi moi je tire sur ces partis-là. Donc, si aujourd'hui, un parti qui porte la lettre R a les représentants dans tous les bureaux de vote et est capable d'aller au Conseil constitutionnel, défendre son vote, moi je ne peux pas condamner ce parti. Aux autres partis aussi de s'arrimer à cette règle-là. La politique, ce sont les moyens. Tu ne peux pas vouloir être président de la République si tu n'investis pas de l'argent, si tu ne recrutes pas des gens pour surveiller les votes partout. Tu te concentres seulement sur ta région. Tu ne peux pas. Tu vas aller faire qu'au Conseil constitutionnel. C'est du pur commérage. D'accord, bonsoir à vous. Les panélistes, dites au monsieur en veste grise là que la problématique ne se trouve pas au niveau de la réforme des institutions, mais la révision des mentalités des situations camerounaises. Le président Obama disait que l'on peut avoir les meilleures institutions au monde, mais si à la tête de cette institution, on n'a pas des hommes capables et intègres, elle est vide de sens, dit cet intervenant. On parle de néologisme lorsqu'on crée ou invente un mot. Léon Amoulémé l'a inventé, bantourisé, non? Est-ce que ce n'est pas un néologisme de ce côté-là? Bonsoir à vous en studio, très belle thématique Jean-Jacques. C'est vrai que votre invité vous dit que même RFI a annoncé ce matin que la proclamation des résultats de la présidentielle aura lieu demain. Alors RFI s'est gouré. Voilà, il n'y a pas deux façons de l'indiquer. On s'est tous précipités sans attendre qui de droit. Bonsoir. Je voulais juste vous dire que j'apprécie votre travail. Moi, c'est Viviane depuis Marois. Alors, Viviane, j'aime bien le prénom aussi, depuis Marois. Oui, permettez-moi d'être fier aussi. C'est pas la même. C'est pas celle de presse. Il y a d'abord, on va suivre l'autre. Il y a d'abord Timothée Somba qui va réagir. Il a écouté beaucoup de cela. Désistement aussi. On a entendu certains messages parce qu'on n'a certainement pas les éléments et on ne voudrait pas aller se faire humilier devant le Conseil constitutionnel parce que beaucoup semblent jusqu'à présent ne pas maîtriser le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus. Justement, l'article 137 du Code électoral dit que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats. Dans l'expression arrêter, il y a la validation, il y a la consolidation. Ça veut dire qu'au niveau des commissions départementales, tout n'est pas fait. Et il faut faire très attention au discours qui tend à affubler l'ECAM ou alors à coller une présomption de fraude à l'ECAM. Et l'ECAM n'est pas sa première élection, à ce que je sache. En 2018, il y a eu élection. Pourquoi on oublie tout ce qui s'est passé en 2018 et les gens se comportent comme s'ils découvraient l'élection aujourd'hui? Moi, si je suis membre d'un bureau de vote et je sais que l'intercalaire n'a pas prévu d'espace de signature, moi, je vais signer. Parce que la loi ne m'interdit pas de signer les pages intercalaires. Mais il faut que les gens aient un minimum de culture juridique et de culture politique. Ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. C'est un principe général de droit que les gens doivent connaître. Mais les partis politiques ne forment pas leurs représentants. Les partis politiques ne forment pas leurs militants parce qu'à un moment donné, ils veulent juste les entretenir dans un conditionnement. Beaucoup de partis politiques, même celui qui s'auto-proclame vainqueur, n'a pas de PV, n'a pas les preuves de la victoire qu'il revendique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas aller au Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle il était muet lors des commissions départementales, des commissions locales et départementales, où il a été représenté partout. Maintenant, il faut qu'on fasse attention aux anecdotes. Et c'est le piège dans lequel tombent les hommes politiques. Vous venez avec vos anecdotes. Ce sont vos anecdotes. Comment vous allez prouver que tout ce que vous avez dit est vrai? Que j'étais dans un bureau de vote, ça s'est mal passé ou ça s'est bien passé. C'est votre histoire qui n'est vraie que dans votre esprit.
Parce qu'une fois qu'on va devant le juge, ce n'est plus une histoire d'anecdote. Et c'est pour ça que beaucoup de requêtes sont irrecevables. Parce que les gens amènent les anecdotes devant le juge. Le droit processuel repose uniquement sur la preuve, l'élément de preuve. Est-ce que les gens ont appris à comprendre la preuve en matière électorale? Ils ne recrutent pas les experts pour se faire former. Ils prennent des avocats de droit civil. Je vois au Conseil constitutionnel, je vois un pénaliste qui vient défendre un candidat à l'élection présidentielle. Mais bon Dieu, entre le droit pénal et le droit constitutionnel, c'est un océan en termes de science. Mais vous les voyez là, des avocats spécialisés en matière de divorce qui sont derrière les candidats. Qu'est-ce que vous avez à faire entre le divorce, électoral et le droit constitutionnel? Donc, il y a cette immaturité et ce manque d'humilité. Les experts en question électorale sont là. Là, il va évoquer tout à l'heure la mauvaise préparation des candidats. Une préparation à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Prenez par exemple, aujourd'hui, on dit PV, PV, PV. On fait un fétichisme sur les PV. Et pourtant, l'article 56 résout la question des PV. Parce que l'ECAM est obligé. Le verbe qui est utilisé par le législateur, c'est le président du bureau de vote doit. Est-ce que ceux qui sont dans les bureaux de vote savent qu'il y a ce qu'on appelle la police des bureaux de vote? Dès que vous arrivez le matin à 7 heures, le président du bureau de vote doit vous lire la police du bureau de vote. Expliquer à chacun quel est son rôle. Est-ce que ça s'est fait? Lui-même, il ne fait pas. Voilà, il y a ce problème. On prend des enseignants d'histoire et autres, il est comme si une convention avec les syndicats, et ils sont les représentants des bureaux de vote partout. Et c'était même une erreur de l'ECAM. Oui. Parce que plusieurs syndicats avaient déjà choisi un candidat. Quand vous prenez donc des enseignants qui ont déjà prêté allégeance à un candidat et vous les mettez dans les bureaux de vote, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont favoriser leur candidat. Donc, il y a ce problème qu'il faut résoudre. Parce qu'il faut dire que l'ECAM n'a pas d'agent sur le terrain. Au niveau des bureaux de vote, l'ECAM est allé chercher les enseignants, quelques fonctionnaires, la société civile, voilà, pour désigner. Qui eux-mêmes ne maîtrisent pas le code électoral. On parle quand même d'un texte qui a plus de 287 articles. C'est humainement très difficile de maîtriser tout le code électoral. D'où le nécessaire recours aux experts. Et vous avez posé une très bonne question. Il y a eu moult séances de concertation entre l'ECAM et les partis politiques. Mais qu'est-ce que ces gens allaient faire là-bas? Est-ce qu'ils ont posé les vrais problèmes? Le financement. Première question. Premier problème. Est-ce qu'ils ont posé les vrais problèmes à des partis politiques? Non. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas manque d'intérêt. Non. Il y a plutôt l'implacabilité de la réalité qui nous rattrape. Une élection et une autre. Observez bien que ceux qui ont acté le désistement d'instance ne sont pas des novices. C'est Cabral Libi, deuxième présidentiel. C'est Joshua aussi, deuxième présidentiel. Au moins, savent déjà comment ça se passe. On a vu Mama Tomaino qui allait se battre pour aller jusqu'au bout de sa monstration, pour montrer qu'elle n'est pas venue là pour rien. On a vu des autres, des beaux-follow qui venaient. Comment fais-tu pour être président de parti politique? Mais ignorer que si tu n'as pas participé au processus électoral en tant que parti ayant investi, tu n'as pas droit d'ester. Donc on a beaucoup de charlatanisme dans cette affaire et rapidement les gens se défaussent dans l'auto-victimation. On dit irrecevable, les gens disent que ce n'est que la seule chose que le mais c'est ce qu'il faut dire, malheureusement. Vous êtes irrecevable, vous êtes non fondé. Il y a l'incompétence, comme celui qui a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Clément Atana a dit qu'il n'est pas compétent pour connaître des requêtes divines. Il n'a pas la révélation. Donc, il faut que les Camerounais comprennent. D'accord. Comme le disait Jacques Chirac, la politique est un métier. On ne fait pas la politique à mi-temps. On la fait à plein temps. Et politique marche avec le droit politique. C'est-à-dire le droit constitutionnel. En matière électorale, c'est le droit électoral. Si vous êtes boulanger le matin et politicien le soir, vous n'aurez pas le temps de tout maîtriser. Vous allez finir par confondre le droit commercial. C'est très important que les gens cessent d'anecdotiser. Alors vous dites que ce n'est pas un désintérêt, mais c'est juste que la démarche paraissait aventureuse pour ceux qui... La démarche qui paraît aventureuse et qui traduit l'excellence du processus. Parce que beaucoup commencent enfin à comprendre le processus et ne veulent pas aller se couvrir de ridicule au Conseil constitutionnel. Surtout que beaucoup attendaient qu'il soit encore télédiffusé
comme en 2018. Faire le show. Pour faire le show et peut-être pas. Et mais ça nous manque un peu. Se couvrir de froid. Mais on a aimé les ça gens en qui viennent 2018. uniquement pour insulter les autres. On a aimé ça. On regarde avec les enfants, ils viennent insulter le chef de l'État, ils viennent s'insulter entre eux. Ce n'est plus attrayant. Ce n'est plus attrayant à ce niveau. Donc, il y a beaucoup d'immaturité politique, il y a beaucoup de mauvaise foi. Et maintenant, il y a les enjeux. Le FSNC, fort de tous ces faits, je préfère les qualifier de faits, savait très bien qu'il ne peut pas mettre pied à Yaoundé en ce moment. Parce que s'il met pied à Yaoundé, il sera coffré. Cabral Libi qui retire son recours, entre autres raisons non expliquées au Cameroun. On ne dira pas que Issa Chiroma ne peut pas mettre les pieds à Yaoundé. Si il se lève maintenant, il vient à Yaoundé. On n'est pas à ce niveau-là quand même. Et puis on n'a pas qualité. On n'a pas qualité à dire qui sera raté. Voilà. Vraiment. Parlons du contentieux. Parlons du contentieux. Ils ne sont pas allés au contentieux. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'éléments, ou alors, comme ils le disent, ils n'ont rien à aller faire là-bas parce qu'ils savent qu'ils ont gagné. Lorsqu'on mène parce que Garoua n'est pas aussi le type d'activité qu'il a mené, je vais même laisser son déplacement. Oui, lorsqu'on met le type d'activité qu'il a mené, vous avez observé que nulle part dans ses déclarations, il n'a monté ne serait-ce qu'un PV. Oui, là c'est un fait. Aucun PV présenté. Mais il y a un calcul, ils disent que s'ils ont gagné dans 18 grands départements sur 58 par projection... C'est un calcul faussé. C'est bien parce que nous avons des enseignants ici. Pourquoi? Le taux de participation est un indicateur incontournable dans le calcul. Si vous avez un département de 1000 électeurs avec un taux de participation de 20%, oui. Celui qui a un département de 300 électeurs avec un taux de participation de 100%, vous égalise. Oui, donc, ce calcul par département est un calcul mensonger. Il faut que les téléspectateurs le comprennent. Ce qu'il faut, c'est que venez avec vos PV. Ces avocats sont en train de le proclamer vainqueur à Paris. Moi, je ne savais pas que c'est les conseils des gens qui les proclament vainqueur de la présidentielle au Cameroun et à Paris. Certainement va prêter serment par vidéoconférence. À la place de la République. Donc, l'honnêteté, je vais sortir par là. L'honnêteté aurait voulu que ces leaders de partis politiques qui contestent organisent par exemple un point de presse et présentent ne serait-ce que l'échantillon de leur PV de bureau de vote, en montrant aussi les PV les 108 PV des commissions locales et les 58 PV des commissions départementales pour prendre le peuple à témoin, en disant voici nos PV. Ils n'ont pas besoin de 31 000 PV, juste un échantillon de... Bon, on dit que lui il a 1700 PV, juste un échantillon de ces 500 PV. Ça suffit. Si j'ai 500 éléments constitutifs de falsification, mais le peuple sera avec vous. D'accord. On a 0 document présenté, mais on revendique une victoire. Et on commence à faire les réminiscences, on commence à faire de l'archéologie de la gouvernance au Cameroun pour dire il y avait telle chose, il y a telle vengeance et autres. Là, on n'est plus dans l'élection. D'accord, merci Timothée. Réaction d'Éric Rodic tout à l'heure. Bonsoir à l'équipe en studio et bonsoir à M. Jean Laxé. J'ai une question aux 11 candidats, docteur élection présidentielle, comme ils ne sont pas donc ici là, mais posez comme la question. Il faut que ces gens arrêtent de se moquer du peuple camerounais. À ce que je sache, je pense que chaque scrutateur rentre avec un PV, disons représentant. Alors, M. Issa Chiroma prétend gagner. Alors, c'est très simple. Dites à tous les candidats d'apporter tous les PV pour vérifier si réellement Issa Chiroma a gagné l'élection présidentielle. Chaque candidat détient le PV. Alors, pourquoi ne pas apporter ce fameux PV que chaque candidat détient chez lui pour qu'on puisse regarder le pays sombre alors que vous détenez les PV, arrêtez de jouer aux innocents. Vous connaissez la vérité. Les 11 candidats peuvent arrêter ce qui s'est passé dans notre pays, passer une bonne soirée. C'est-à-dire que si les autres viennent chacun... En 30 secondes, il est important que les téléspectateurs sachent que la difficulté même à se prévaloir du PV du bureau de vote réside dans le fait que au niveau de la commission départementale, par exemple, on peut corriger et rectifier le PV en cas d'erreur. En cas d'erreur de calcul même. Le seul élément qui est important ici, c'est la participation. Est-ce qu'il y a un candidat dont le représentant a été exclu d'une commission locale ou d'une commission départementale? Non. Même les représentants de Chiroma ont participé à toutes les étapes. C'est eux qui doivent lui faire le rapport que grand. Comme tu dis là que tu as gagné, vraiment,
Il fallait me dire de ne pas signer le PV communal. Il fallait me dire de ne pas signer le PV départemental. Mais ces représentants ont signé tous ces PV. En plus, d'accord. Eric a demandé. Non, une seconde. Allez, Eric, tu vas quand même pas me refuser 5 secondes. Ouais, je disais que dénoncer la fraude chez l'autre n'est pas une preuve qu'on a d'une victoire. Je pense qu'il est meilleur d'avoir des preuves de sa victoire, que de dénoncer la fraude de celui qui est en face. Parce que dénoncer que l'autre a faussé ne fait pas de vous le vainqueur. D'accord, c'est clair. C'est les 5 secondes là. Bonsoir. Dites au monsieur qui dit que les enseignants qui représentaient ELECAM dans un bureau de vote ont favorisé un candidat. Là, que même les élections d'avant 2025 où Paul Biya a raflé avec 80%, là, c'était toujours les enseignants qui étaient présidents des bureaux de vote. Mais il n'avait pas Bouba de Maga. Et là, il n'y avait pas de convention. Ils ont fait une convention avec le FSNC. D'accord, et là, ça change tout. Ça change tout. Oui, Eric Roudé. Oui, moi, je continue à dire, ne faisons pas dans la langue de bois. Vous semblez dire ici que, j'ai entendu mon co-discutant dire que des gens ne vont pas au Conseil constitutionnel parce qu'ils n'ont pas de preuves matérielles. Mais Cabral Libye qui s'est désisté, lui, il s'est vanté d'avoir des procès-verbaux. Donc, lui qui était détenteur de ces procès-verbaux a choisi de se désister. Donc, ce n'est pas une question de non. Il avait les procès-verbaux, mais il n'a pas dit que c'est les PV de fraude. Qu'il a les PV pour démontrer la fraude. Voilà, c'est donc dire il y a une différence. Cabral a les PV. Il n'a pas dit que j'ai les PV qui démontrent la fraude. Le principe de base, c'est qu'il a déjà les PV. C'est pour cela que je dis, nous devons tenir un discours de vérité. Voyez-vous, si nous nous plaignons de ce que... Parce que ce qui pose problème dans ces procès-verbaux, ce sont les feuilles, ce sont les intercalaires, les feuilles qui sont à l'intérieur. Vous qui dites qu'il n'est pas interdit d'apposer sa signature sur ces feuilles-là, puisque les candidats se plaignent de ce que les PV qui vont retrouver à la commission départementale ne sont pas ceux qui sont partis des bureaux de vote. Vous comprenez que même ayant apposé leur signature sur ces feuilles intérieures là, au niveau de la commission départementale, ils n'auront aucune preuve pour dire moi j'ai signé, voilà donc sur cette feuille, mais je me retrouve avec un procès verbal sans cette signature là. C'est véritablement cela le problème. On ne peut pas, à un moment donné, même si on est détenteur de tous les procès verbaux des 31 000 bureaux de vote, il n'est pas possible un candidat à l'état actuel des choses de démontrer qu'il y a eu changement de PV en chemin. Parce que rien n'indique d'ailleurs que lui-même, les PV qu'il a à sa possession ne sont pas des PV montés de toutes pièces. Parce qu'à un moment donné, parce que lui-même, effectivement, peut fabriquer également ses PV à la maison. Et maintenant, disons à nos concitoyens, mais maintenant, aux commissions qui est important. Et au niveau même du bureau de vote, il faut aussi, parce que lorsque vous décryptez le code électoral, il faut dire à nos compatriotes que les partis politiques ne sont pas obligés d'envoyer leurs représentants dans les bureaux de vote, parce que la loi dispose que si les partis ne sont pas représentés, que le président du bureau de vote, désigne des représentants. Donc le parti, donc ne dites pas, parce que vous semblez jeter l'anathème sur les partis d'opposition, disant non, ils n'ont pas de moyens d'envoyer des représentants. Le principe de base, c'est qu'il faut envoyer des représentants. Vous les encadrez. Au moins, ils sont encadrés. Si moi j'arrive dans un bureau de vote, je désigne 2 personnes qui sont peut-être du RDPC. C'est comme un avocat. Demain, vous allez dire que non, ils ont choisi c'est comme un avocat. Le premier principe qui est une garantie, c'est que vous puissiez avoir vos représentants qui ont été formés. C'est comme un avocat commis d'office que vous avez. Voyez-vous, et c'est là où je rejoins. L'avocat peut être le Camerounais lambda comprend. Très bien. Vous rejoignez dans le téléspectateur qui m'a interpellé disant que nous n'avons pas véritablement un problème d'institution, mais c'est un problème d'homme de mentalité. Parce que vous avez des personnes, des citoyens zélés, qui à un moment donné, parce qu'ils doivent allégeance à un certain candidat, parfois le candidat leur obligé de voilà, à un moment donné, parce que déjà, vous avez des élites qui voudraient absolument démontrer, prouver qu'ils font du bon boulot sur le terrain, qui donc par derrière même vont se dire, ce sont eux qui sont parfois à la base de ces fraudes décriées là, parce que ce sont eux qui vont voir certains agents pour essayer justement de tripatouiller, voyez-vous. Donc à un moment donné, parce que je peux vous cet aspect, on est d'accord, Eric, parce que le candidat même gagne. Et c'est ça ce qui pose
Il faut que ça monte. À un moment donné, qu'est-ce qu'il vous dit même Encore l'objectif. quand vous voyez un peu l'implantation territoriale du RDPC aujourd'hui, j'aime à dire, et le nombre d'adhérents, d'inscrits qu'ils ont sur les listes électorales, ont-ils réellement besoin de frauder pour apporter une élection au Cameroun? Mais vous vous rendez compte que c'est simplement parce qu'ils voudraient avoir des scores fleuves qu'ils se retrouvent obligés par moment peut-être de passer par des manœuvres dont je n'ai aucune preuve, mais qui quand même nous sont relayées sur les réseaux sociaux. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela que je dis sincèrement. Les questions de mentalité sont fondamentales. Voilà, là, tout on à est fait. d'accord là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je dis encore, et quand je parlais de vérité, nous attendons la proclamation des résultats officiels. Et il faudrait que chaque partie prenante soit prête à accepter le verdict des unes. C'est ce que j'appelais la vérité. Parce que lorsque moi je vois des attitudes aujourd'hui, où je vois des sous-préfets descendre sur le terrain, je vois des notes qui circulent, où on va rencontrer certaines communautés sur la base des tendances que nous avons tous. Mais écoutez, Jean-Jacques, quand vous avez remporté un scrutin, vous n'avez pas à craindre une insurrection, puisque le verdict des unes vous donne gagnant. L'insurrection n'est peut-être pas toujours le fruit de la vérité. Hein. C'est généralement la manipulation, c'est l'argent, c'est la drogue, c'est le discours, le viol de conscience. Parfois, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et donc, il faut se méfier. Parce qu'on a gagné, si on a eu 1 million de votants, si on a eu 1 million de votants, et qu'on puisse envoyer 500 personnes dans la rue, voilà. C'est là où il faudrait appeler un peu nos compatriotes à la vigilance. Il faudrait que nos compatriotes restent prudents, voyez-vous. Moi, j'ai pu venir ici en toute quiétude et j'aimerais pouvoir jusqu'à lundi circuler comme cela, voilà, librement. Non, la guerre n'est bonne pour personne. Il faudrait qu'à un moment donné, vous avez vu un peu des arrestations qu'il y a eu du côté de Tian. On vous a fait savoir que beaucoup n'étaient même pas détenteurs d'une carte nationale d'identité. Ça voudrait dire que ce sont même des personnes qui ne sont même pas allées voter, mais qui se retrouvent, voilà, donc dans la rue. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on se laisse aller dans ce populisme-là. Parce que ce que le candidat Tiroma est en train de faire aujourd'hui, franchement, il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Et il faudrait que les Camerounais restent sourds à ce type de discours. Oui, aujourd'hui, il a essayé de nuancer un peu, parlant voilà, donc, du droit de manifestation, qui est un droit universel. Il a parlé de manifestation pacifique. Mais je dis encore, nous n'avons pas encore les résultats. Même si nous n'avons que des tendances, il n'est pas dit. Ce n'est pas parce que M. Biya gagne que systématiquement il a fraudé. Même s'il y a des suspicions, même s'il y a dit, on pense peut-être qu'il y a eu des manœuvres derrière, il ne faudrait pas qu'on pense qu'au Cameroun ne peut remporter une élection que par la fraude. Voyez-vous. Donc que nos compatriotes restent encore vigilants. Moi j'ai suivi même des appels, j'ai suivi encore le discours de la base et j'ai été très inquiet parce que je me suis dit, mais attendez, si les organisations criminelles comme celle-là rentrent déjà en jeu, voyez-vous, quand on voit un peu certaines vidéos qui nous sont partagées et certains audios même que nous écoutons, vous sentez qu'en réalité, des gens sont prêts à mettre ce pays à feu et à sang. Nous voulons tous le changement. Je suis certain dessus. Non, pas moi. Même ceux qui vont voter. Bah, écoutez, je dis bien tous et je vais vous dire parce que moi, je dis tous. Je vais vous dire pourquoi. Le progrès est un changement. Le changement, on l'a soit dans la continuité, soit dans la rupture. C'est-à-dire, vous pouvez même être du RDPC, mais je suis certain que vous n'êtes pas forcément satisfait. Le changement, je rejoins Timothée. Il avait le progrès. Forcément. Même si ce sont les mêmes. Donc, mais on veut le progrès. Voilà, mais il y en a qui veulent ce changement dans la rupture, alors aussi fracassante le Cameroun est merveilleux. Tout à l'heure, on va vous proposer quelques merveilles du Cameroun qu'on trouve dans nos forêts et qui font du bien aux hommes. Vous dites qu'on n'a pas intérêt à ce que... Font du bien, je confie. Il faut du bien. Mais on n'a pas... Mais attendez, on ne vous a même pas encore présenté le produit. On n'a pas pu. On vous a même pas encore... Est-ce que je peux dire quelque chose en 5 secondes? Oui, pendant qu'on installe justement les Makouma, notre partenaire. Sur les motivations d'insurrection, ce n'est pas tant parce que Paul Biya gagne qu'ils veulent faire l'insurrection. C'est parce qu'ils veulent faire partie Paul Biya depuis... Et la présidentielle est un moment où les esprits s'échauffent. Non, mais vous ne pouvez pas le dire parce que Tiroma était un soutien de Biya. Donc, vous allez dire que vous ne pouvez pas dire qu'il veut faire partie pour Biya de Chou. La présidentielle est dans le prétexte. Parce que lorsque vous voyez Tiroma, il n'est plus seul. Il est entouré d'une batterie d'alliés et qui utilisent le même vocabulaire de 2018. Les mots chassement qui reviennent. Donc, l'impuissance a prise. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection. Il faut donc se servir de l'élection pour opérer une insurrection et renverser l'ordre gouvernant. Donc, la militarisation de certains espaces aujourd'hui est un impératif. Normalement, l'État doit protéger. Parce que, vous voyez, la dame qui a été tuée à Garoua, la fameuse Zouraya, son père a dit que c'est un civil qui l'a tué. Ça peut être un règlement de compte. Tout simplement parce que pendant la pluie, des personnes profitent pour déverser des choses
non D'accord. recommandable dans le Touran. D'accord, parce que dans les événements comme ça, se glissent les règlements de compte, se glisse n'importe quoi, on peut coller du ça à banditisme, quelqu'un, il y en a X ou qui en Y. profitent pour casser des boutiques. On l'a vu ici à Yaoundé, pour piller, ainsi de suite. Jean-Jacques, j'étais représentant dans un bureau de vote. Les partis politiques ne forment pas les scrutateurs dans mon